Bonsoir à toutes et à tous. Lundi 19 août, il est l'heure de l'info en mode été. Pour la seconde année consécutive, les joueurs du CVB 52 sont allés à la rencontre des détenus de la maison d'arrêt de Chaumont. Pendant 1h30, ils se sont entraînés à leur côté. Cette initiative sportive fait partie des programmes de prévention de la délinquance et de la récidive. Un reportage de la rédaction. Entre ces quatre murs, un match de volley-ball vient de commencer. Autour du terrain, des barbelés, des caméras de surveillance et des agents pénitentiaires. Face à face, des joueurs professionnels du CVB 52 et des détenus de la maison d'arrêt de Chaumont s'affrontent. Pour la deuxième année consécutive, le club sportif et l'établissement ont renouvelé leur convention. Pour 2024, il fallait surfer sur les Jeux Olympiques et proposer une activité sportive à une partie de la population pénale. Pour eux, le sport, c'est un vecteur de bien-être. Ça apporte aussi des valeurs de respect, d'estime de soi. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, quand des détenus sont capables de respecter les règles avec des joueurs pros, c'est bon signe et ça fait plaisir à voir. Aujourd'hui, les 7 prévenus sélectionnés ont été choisis pour leur pratique assidue du sport. Même si Chaumont est une terre de volley-ball, les apprentis joueurs n'avaient encore jamais essayé cette discipline. Pour le club, c'est l'occasion de transmettre une passion et de redonner du baume au cœur. Je sais que c'est un peu spécial, mais les joueurs, ils sont vite vus que les personnes qui sont là, ils sont sympas, il n'y a pas de problème pour s'adapter, pour jouer avec eux. Je pense que c'est important pour les joueurs voir aussi d'autres choses dans la vie, pas que la boîte dans laquelle ils sont, donc ça se dit entraînement professionnel, match, etc., mais voir aussi d'autres choses. Et je pense que c'est important aussi partager les valeurs qu'ils ont avec les autres. Pendant 1h30, détenus et joueurs professionnels enchaînent les échauffements et les matchs sous le regard bienveillant du coach du CVB. Pour pratiquer ce sport, il faut tout de même être patient. C'est très technique, donc peu importe ce qu'il faut faire, il y a un aspect technique pour la passe, le service, la manchette. Donc on essaye de leur montrer un maximum pour qu'ils puissent jouer avec nous. C'est super intéressant, ça fait toujours plaisir de montrer le sport auquel on joue à d'autres personnes et puis ça fait plaisir de leur montrer à eux, on voit qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Organiser des activités culturelles ou sportives en prison est essentiel pour la direction de la maison d'arrêt de Chaumont. Ces moments s'inscrivent dans le cadre des programmes de prévention de la délinquance et de la récidive. D'autres rendez-vous sont prévus ici à Chaumont en partenariat avec le Centre national du graphisme ou encore avec la médiathèque. Comme chaque soir, redécouvrons un de nos reportages de 2024. Il y a quelques semaines, le braguard Hicham Guerrard portait les couleurs de l'Algérie pour les championnats du monde junior de MMA. Pour en arriver à ce très haut niveau, le sportif s'entraîne sans relâche. Gaël Bossu est allé à sa rencontre pendant une soirée d'entraînement en mai dernier. 21h, un dernier salut pour clôturer l'entraînement. Alors que tout le monde va souffler et récupérer de la séance, lui va poursuivre. Comme chaque soir, Issane va enchaîner des rounds supplémentaires face à plusieurs combattants et du travail technique. On va aller dans les extra rounds, là. Ça y est, l'entraînement il est terminé, il va refaire encore ces 3 rounds. Même fatigué, il le fera tout le temps. C'est ça qui est bien et je pense que c'est ça qui fait qu'il en est là où il est aujourd'hui. 5 heures d'entraînement par jour, 7 jours sur 7. Sur la technique, il n'y a pas grand-chose parce que je suis KO, mais j'essaie de défendre beaucoup, là, être bloqué. Tout ça, c'est le prix à payer pour atteindre les objectifs? Ah ouais, même plus encore. Plus. Mais ça fait du bien dès que c'est fini. C'est en 2019 qu'Issane débarque ici, au Fight Camp de Saint-Dizier, peu après sa création. Ses capacités innées trouvent alors un écho dans sa force de travail. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, le lycéen de 17 ans a les yeux rivés sur la plus grosse compétition de sa jeune carrière, les mondiaux amateurs juniors à Abu Dhabi en août prochain, qu'il disputera sous les couleurs de l'Algérie, la France n'ayant pas d'équipe nationale mineure. Et je vais pouvoir faire les mondiaux. Là, c'est pas que je me rends pas compte, mais c'est que je suis pas encore dedans. Je pense que quand je vais voir la salle, que je vais me dire là, ok, c'est maintenant.
Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir représenter ma nation, mes origines. Le but, c'est de venir frapper directement le point qui frappe la jambe au cas où on n'a pas de protection. En fait, il est super complet, c'est un vrai produit MMA par rapport à d'autres combattants qui sont issus plus de la lutte, plus du pied-point, plus du sol. Ihsan, il est complet sur tous les compartiments. Il peut lutter, il peut striker, il peut soumettre au sol, il a un gros cardio. Vu que c'est des règles spéciales pour les mineurs, pour les championnats du monde, on va vraiment travailler le sol et la lutte. On va vraiment essayer de taffer ces compartiments-là. Derrière la bagarre pure et le contact, l'aspect tactique du MMA a toute son importance. Une réflexion qu'affectionne particulièrement Ihsan. Moi, ce que j'aime bien justement, c'est que je vais contrôler le gars, il va essayer de partir, du coup je vais devoir le suivre. C'est un peu un jeu d'échecs. Ok, je prends sa main, ok, il bouge, je vais retourner dans son dos, je vais retourner. Et moi, j'aime bien la réflexion, en fait, cette réflexion-là. On se rend compte que si tu es juste une brute et que le cerveau, il suit pas, tu peux pas performer à haut niveau. C'est impossible, si tu réfléchis pas. C'est pour ça que c'est un sport très très complet, et pas que dans le sens physique, même dans le sens mental. Il a de très bonnes capacités en lutte, il est très bon en saisie et en frappe. J'espère le voir un jour au plus haut niveau en MMA. Aujourd'hui, le potentiel du gamin de Saint-Dizier est indéniable dans la cage. Ses ambitions, quant à son futur dans le MMA, sont à la hauteur de son talent. Bien sûr, ouais, le but c'est de passer professionnel, ensuite intégrer la ligue majeure qui est l'UFC et prendre la ceinture, 2 ceintures, 3 ceintures, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le plus possible. Ce que je veux, c'est vraiment marquer, genre laisser une trace, comme beaucoup de combattants en vrai. Il y en a, ils le font pour l'argent, moi c'est vraiment le fait de laisser la trace. 22h, comme chaque soir, c'est lui et son coach qui quittent le dojo en dernier. Normalement, le travail est fait. Une journée de plus. Une journée de plus, la fin. Une journée de plus au bureau qui rapproche peut-être Ihsan des sommets mondiaux du MMA. C'est l'un des premiers récits sur une unité de drone de l'armée de terre, un livre qui raconte le quotidien de soldats français en Afghanistan. Bonsoir colonel. Bonsoir madame. Vous êtes le commandant du 61e régiment d'artillerie de Chaumont, mais aussi l'auteur d'un livre, Pilote de drone. Comment vous avez eu l'idée d'écrire un livre ? Alors d'abord, merci de me recevoir au sein de cette rédaction d'une télévision marnaise. Ça me touche puisque mon régiment, le 61e régiment d'artillerie, est basé en Haute-Marne, aux portes de Chaumont. C'est un régiment qui est spécialisé dans l'emploi des drones, donc des avions pilotés à distance, pour l'armée de terre. Et donc, à ce titre, il y a quelques années, lors de la guerre en Afghanistan, j'ai été déployé comme capitaine à la tête d'un détachement de dronistes, donc des militaires qui emploient ces drones en Afghanistan. Et j'ai eu l'envie de témoigner de cet emploi des drones, qui est une nouvelle manière de faire la guerre. Et donc, j'ai écrit ce livre il y a quelques années, plus quelques mois et quelques temps de relecture, et je l'ai fait publier. L'éditeur, ce sont Les Belles Lettres, dans la collection Mémoire de guerre, et il est paru au début d'année, en mars de cette année. Donc ce que raconte ce livre, qui est bien un témoignage de ce détachement de dronistes, c'est l'emploi des drones par des militaires de l'armée française dans des opérations aux côtés de leurs camarades, les fantassins, les cavaliers, les logisticiens, les milliers de militaires français qui étaient déployés dans ces vallées. La trame de l'histoire, c'est la conquête d'une vallée, qui est la vallée de Tagab, et la lutte à mort contre un chef taliban qui a fini par être capturé, et qui est la trame de fond de ce récit d'emploi des drones. Alors, en feuilletant un peu votre livre, si on regarde la 4e de couverture, on peut lire c'est l'histoire d'une petite équipe de soldats, précurseurs, pilotes, mécaniciens, analystes d'images. Pourquoi vous avez choisi cette mission et cette équipe en particulier ? Alors, réflexion faite, des ouvrages militaires, il y en a à profusion, mais des ouvrages sur l'emploi des drones, il y en avait peu, alors même si aujourd'hui ça se multiplie, et par l'armée française, il n'y en avait aucun. Donc j'ai eu envie de mettre en valeur, en quelque sorte, ces militaires d'un autre genre que vous avez décrit, donc des mécaniciens aéronautiques, des analystes d'images. Ce sont des militaires qui, par exemple, passent des heures à entretenir un moteur d'avion ou qui passent des heures derrière des films en noir et blanc quand c'est de l'imagerie thermique et qui sont silencieux, un peu monotones, à analyser pouce par pouce sur l'écran ce que l'on peut y déceler.
Et comme c'était un conflit contre-insurrectionnel, donc les talibans, nos ennemis, étaient insérés au sein de la population, il s'agissait évidemment de ne pas faire d'erreur, de ne pas donner les coordonnées de soldats militaires afghans qui sont nos amis, de soldats militaires français encore plus, ou de civils innocents. Et donc il y avait un vrai travail en fait, qui est peu connu du grand public et que j'ai souhaité mettre en valeur dans cet ouvrage. Comment on écrit un tel livre? Qu'est-ce qu'on met en avant? L'humain? Alors oui, en écrivant cet ouvrage, et en fait il a été réécrit plusieurs fois parce que je ne suis pas écrivain professionnel et ça n'est pas si simple. Et en fait, j'ai voulu mettre l'accent sur les conseils de mes premiers lecteurs sur la partie humaine. Donc ôter le vocabulaire trop technique, donc il n'y a pas pour le lecteur de vocabulaire militaire technique, il n'y a pas de longs passages fastidieux de tactique, de technique, de robotique. Il y a évidemment la description de ces machines qui sont nos outils de travail pour notre mission opérationnelle, mais c'est avant tout une aventure humaine. Donc on y retrouve dans cet ouvrage le quotidien de ce détachement d'une quarantaine de soldats qui partagent les peurs lors des engagements physiques, qui partagent des chagrins, parce que quand on a eu des mésaventures humaines, des gens qui ont des malheurs en France, ben, ça affecte tout le détachement. Et puis qui partagent des joies, parce qu'il y a des naissances, il y a des réussites des examens, des réussites professionnelles, et puis des succès militaires, et des fiertés d'avoir poussé nos drones au-delà de leurs limites, et puis de mettre des coups à nos ennemis, les talibans. Et donc, en fait, il y a toute cette description des sentiments qui sont dans cet ouvrage. Alors, quand on feuillette les premières pages de votre ouvrage, on trouve cette phrase « Les drones, je les connais bien, et mes soldats et moi, nous les aimons ». Vous parlez d'une histoire d'amour entre un soldat et une arme, finalement. Alors oui, c'est la spécificité de ce récit. C'est ça la nouvelle manière de combattre. C'est que l'engagement, c'est d'abord le drone. Donc c'est la machine qui décolle dans la nuit, dans la journée, en alerte à tout moment, et qui elle-même s'expose dans le ciel d'Afghanistan, dans les vallées, pour aller faire le travail. Alors il faut préciser ici que les drones à l'époque étaient des drones de surveillance qui n'étaient pas armés. Mais quand nous avons détecté, et c'est arrivé plusieurs fois au cours de l'opération, des ennemis, bien sûr l'objectif était de les neutraliser, donc de les faire neutraliser par l'artillerie, par les hélicoptères, ou de renseigner nos camarades sur le terrain pour que les ennemis soient neutralisés. Ou éviter si on pouvait aussi le faire. Donc la machine pouvait donner la mort, au moins indirectement. Et nous avons fait donner la mort lors de cette opération. Donc en fait, comme c'est notre outil, notre monture, un peu si je compare avec un cavalier, et que ces machines, quelque part, ces machines volantes, ont un côté céleste, un côté vivant, on a vu se développer des sentiments d'empathie pour nos propres aéronefs, qui en plus, comme ce sont des avions avec des réglages différents, ont parfois des caractères différents. Je raconte l'histoire d'un avion qui avait longtemps été resté en maintenance parce qu'il manquait sa caméra et son moteur. Et nous avons eu des difficultés techniques, donc il a fallu le remettre en service. Nous l'avons renvoyé en vol. Et il se trouve que cet avion consommait beaucoup plus de carburant, donc tout de suite l'image de l'ivrogne s'est imposée, mais en même temps c'était le vétéran qui avait fait de longues années en Afghanistan et qui reprenait le combat. Donc on crée des sentiments pour ces machines, et on sait bien qu'elles ne remplacent pas les humains, et ça n'est finalement que des tas de boulons, de plastique et d'acier, mais on a besoin d'elles, nous, pour faire notre travail. Alors, pour simplement expliquer aux gens, ça fait 20 ans que vous travaillez dans les drones. On va clôturer sur cette question. Quelle est la suite pour vous ? Eh bien, la suite, je commande encore mon régiment pendant 1 année. Et après, comme je suis expert drone et expert renseignement et que c'est mon domaine, je gage que je retournerai dans des postes de ce niveau-là. Peut-être un autre livre ? Nous verrons. Merci d'avoir été avec nous, mon colonel. Merci beaucoup, madame. C'est la fin de cette édition. On se quitte sur ces images de la table qui a accueilli la première réunion du Conseil national de la résistance. C'était le 27 mai 1943. 17 hommes, dont Jean Moulin, s'y sont attablés. Pour en découvrir un petit peu plus sur cet objet, rendez-vous sur notre site internet pour suivre l'épisode de notre émission Territoire qui lui est consacré. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.